Nous connaissons désormais avec précision le parcours du 113e Tour de France, un peu plus de 3300 km, 7 étapes dites de plaine, 5 étapes accidentées, 8 étapes de montagne, un chrono par équipe et un chrono individuel, un seul chrono individuel. Certains diront qu'ASO, une fois de plus, sert la victoire sur un plateau à Pogačar. On connaît nos classiques. Ouvre le débat. Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cet épisode spécial Grande Boucle 2026 avec à mes côtés nos consultants Gérard Bulens, Rick Verbrugge, Cameron Van Den Broek, Jérôme Elgers, qui est notre journaliste intervieweur maillot jaune. Messieurs, madame, soyez les bienvenus. Salut. Nous évoquerons aussi évidemment pendant cette heure d'émission le Tour de France féminin et nous prendrons des nouvelles de Remco Evenepoel puisque son papa Patrick sera avec nous dans quelques instants. Mais donc d'abord, le Tour homme dont je rebalise le terrain. Grand départ à Barcelone en Espagne, le 26e grand départ de l'histoire à l'étranger, le 4e en 5 ans. La présentation des coureurs, ce sera magnifique, se déroulera au pied de la Sagrada Familia, enfin terminé, inauguré quelques semaines plus tôt. Un contre-la-montre par équipe pour débuter, une étape pour Puncher le lendemain, puis le retour en France via les Pyrénées avec donc déjà de la montagne, mais pas trop, pour tenter de conserver un maximum de suspense au classement général. C'est du moins ce que claironnent les organisateurs et on y reviendra. Après avoir donné à manger aux sprinteurs du côté de Bordeaux, on entamera la traversée du Massif central, puis celle des Vosges avec 2 fois le ballon d'Alsace avant de passer par le Jura et d'en finir avec le 5e massif montagneux de l'Hexagone, les Alpes. Et là, mes aïeux, ça fera mal. Solaison, le chrono de Thonon-les-Bains, l'historique ascension d'Orsières-Merlette. Rappelez-vous, Gérard Bulens s'en souviendra plus que nous, le légendaire duel Merckx-Ocana de 1971 et surtout les 2 arrivées consécutives à l'Alpe d'Huez, l'avant-veille et la veille du final parisien. Votre impression générale en quelques mots sur ces étapes, sur ce tour du sud de la France, parce qu'on sera effectivement très au sud pendant 3 semaines, et c'est 54 450 mètres exactement de dénivelé positif. Rick Verbrugge, c'est du lourd. C'est du lourd, je pense qu'ils ont fait un parcours un peu comme on l'attendait, hein, vu comme c'était l'an dernier, c'était un peu dans la même lignée. Moi, la seule chose que j'avais un peu peur, c'est qu'ils diminuent vraiment le nombre de sprints, parce que les sprints, ça donne quand même du charme aussi au Tour de France. Ils ont respecté ça. Et donc, on en reparlera, mais on peut passer de 7 à 5 étapes pour sprinter après analyse plus précise. Mais voilà. Ça va toujours dépendre quels sont les coureurs que les équipes vont mettre à disposition du Tour de France. Mais bon, les grands sprinters seront là, donc je pense que les équipes vont être capables de contrôler ces courses. Et puis une 3e semaine très très dure jusqu'à l'avant-veille en fait, hein, du Tour de France à Paris. Qui pour moi ne va rien changer au classement général, mais qui pourrait par exemple procurer des défaillances parce que ça se situe dans la 3e semaine et à plus de 2000 mètres d'altitude, ça peut être dangereux. Gérard Bulens. Je trouve que ça commence d'une façon plus que bizarre avec un contre-la-montre par l'équipe, mais qui n'en est pas un, puisque effectivement les temps vont être pris au passage de la ligne d'arrivée. Ça veut dire que ça va être un lead pour le leader de l'équipe ou pour les leaders de l'équipe, pour les équipes qui sont suffisamment riches pour en avoir. Et c'est inédit puisque le dernier chrono par équipe en ouverture d'un Tour de France, ça date de 1971 et à l'époque effectivement on prenait le temps sur le 3e, le 4e ou le 5e coureur et non pas de façon individuelle. C'était une étape 1B aussi, je pense. C'était pas une étape. Parce qu'il y avait à l'époque effectivement des demi-étapes et c'était la 2e étape finalement de ce Tour de France. Donc force est de constater que même le Tour de France comme organisateur cherche sa particularité, je vais dire. J'espère qu'un jour ils ne feront pas une course sous eau par exemple, parce que ce serait évidemment compliqué pour les mécaniciens et le matériel par après. 2e partie, je pense que vous avez tout dit Sam ainsi que Rick, la dernière partie est effectivement fort difficile et moi je trouve que chaque organisateur aujourd'hui va chercher la difficulté, parfois une difficulté qui est excessive et donne effectivement du grain à moudre à ces quelques journaux qui viennent uniquement sur le Tour, en général français, pour parler de doping. Et il faut peut-être espérer cette fois-ci que les 2 petits grimpeurs français soient dans le classement final de telle manière qu'on évite ce genre de commentaires en fait.
Cameron, vous avez vu la carte apparaître hier sur votre téléphone, à la télévision, je ne sais trop. La télévision. Je ne sais pas si vous étiez à côté de Tim à ce moment-là, qui cherchait lui les étapes de sprinter, votre compagnon Tim Merlier. Mais on reparlera des sprinters après et de ce que pense Tim de ce parcours. Mais votre opinion d'amatrice de cyclisme? Déjà, je pense que pas mal de coureurs vont prendre ce départ avec un peu d'appréhension. Parce que quand on voit déjà rien que les 4 premiers jours, il faut attendre le 5e jour avant d'avoir une étape de plaine, donc ça va déjà être assez costaud. Et finalement, les organisateurs essayent de durcir la course et ils disent vouloir du suspense jusqu'au bout, jusqu'à l'avant-dernière étape. Mais au final, donc en essayant en fait de faire quelque chose contre Pogačar, mais finalement, c'est un parcours qui lui convient quand même très bien, donc oui, à voir. On retarde l'échéance, mais c'est comme au foot, hein. À la fin c'est toujours le même pays qui gagne, à la fin ce sera peut-être toujours le même coureur qui gagnera. Jérôme Elguers. Qui cherche finalement à faire un tour qui ne convient pas à Pogačar, nous les journalistes, surtout du côté belge, c'est vrai que parfois on aimerait bien essayer de trouver un parcours qui gêne un peu plus Pogačar parce que ça pourrait favoriser Evenepoel par exemple, mais moi j'ai pas l'impression que les organisateurs cherchent à faire un parcours qui gêne Pogačar, hein. On le voit d'ailleurs ici. Alors ils sont hypocrites. Peut-être, mais en tout cas, j'ai vraiment pas l'impression qu'on cherche à ennuyer Pogačar en sortant un parcours comme ça. Si vous voulez ennuyer Pogačar, il faut faire quoi? Il y a 2 tableaux sur lesquels on peut jouer. C'est le chrono plat en puissance, parce que là, il y a Remco Evenepoel. Pogačar est très fort en chrono, mais sur du plat en puissance, il est moins fort que Remco. Et alors, essayez d'aller chercher des éléments avec du vent ou des bordures où on ne l'a pas encore vraiment dérangé sur ce terrain-là. Sinon, dans la montagne, sur les pavés, dans les côtes vallonnées qui demandent du punch, on sait qu'il est plus fort que tout le monde. Ici, les organisateurs n'ont pas cherché à mettre beaucoup de chrono. Ils n'ont pas non plus spécialement cherché les zones exposé au vent. Et il y avait moyen en remontant du côté de la Méditerranée. Hein. Voilà. Montpellier, la Grande Motte, on se souvient. On ne constate pas ça, donc j'ai l'impression qu'en fait, pour l'instant, c'est juste nous qui cherchons un petit peu un tour qui ennuierait Pogačar pour relancer un peu le suspense, mais j'ai pas l'impression que ce sont les organisateurs. Par contre, je comprends pas trop l'idée de l'année dernière où on a dit il faut pas d'étape pour sprinter et on a eu un parcours hyper musclé qui a permis d'ailleurs à des coureurs de classique de se mettre en lumière. Et puis ici, soudain, revirement complet de situation. Il y a beaucoup d'étapes qui vont se terminer au sprint logiquement, qui sont favorables aux sprinteurs, et les coureurs de classique, je ne sais pas où ils vont aller s'amuser sur le Tour de France. Il n'y a que 2 possibilités, à Ussel, je pense, et aussi le dernier jour à Montmartre, mais sinon... Et peut-être à Montjuic le dimanche. Ouais, c'est dur, hein. C'est plus pour les punchers que des coureurs comme Van Aert, De Lie ou quoi, ils s'y retrouveront pas. Même à Van der Poel, ça va être trop compliqué pour lui, parce que c'est très dur au Montjuic. Alors, le patron du Tour, Christian Prudhomme, a employé plusieurs fois le même mot lors de la présentation de ce Tour, crescendo, repousser donc les difficultés pour préserver le suspense le plus longtemps possible. C'est ce que son adjoint aussi, Thierry Gouvenou, a confirmé, a expliqué au micro de Christophe Delstange. Ouais, je pense que sur ce Tour de France, on a une vraie montée en pression. Alors, on a été un peu avec la pédale douce sur les Pyrénées, mais c'est vrai que la dernière semaine va être redoutable. Alors, il y aura déjà cette montée dans les Vosges au Marstein par le col du Hague qui va déjà bien éclaircir les rangs. À mon sens, le plateau de Solaison sera le moment clé du Tour de France parce que c'est extrêmement difficile. C'est pentu dans le pied, c'est dans une falaise où il peut y faire très chaud et on a des pentes extrêmes. Et puis après, bien sûr, on pense à la double ascension de l'Alpe d'Huez par 2 versants différents. Un très roulant qu'on connaît parfaitement bien, les 21 d'Acé. Et puis derrière, le versant par Sarenne qui n'a jamais été fait avec cette route étroite, rugueuse. Et on va aborder après une dure journée. On a monté la Croix de Fer et puis le Galibier. Et là, dans cette montée de Sarenne, il pourrait y avoir des vraies défaillances. Justement, c'est ça que vous attendez, entre guillemets, parce qu'on se dit, on y va crescendo. La dernière semaine, ça va être de la folie. Ça a été compliqué la dernière semaine pour Pogačar l'année passée. Et on se dit que si tout va bien, a priori, il est quand même le grand favori. Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, il est favori partout. Dès qu'il monte sur son vélo, il est favori. Nous, on a essayé de construire un tour qui essaye de ménager le peu de suspense qu'il peut y avoir en ce moment. Et puis, en espérant qu'il y aura moins de différence entre lui et les coureurs derrière. Et si c'est le cas, il pourrait se mettre en danger dans la dernière semaine.
Alors avec un total de 30 cols de deuxième, de première ou hors catégorie. On est dans la moyenne haute des dernières années. Il y en avait 27 en 2024 et 26 en 2025. Et sans aucune allusion, quoique petit clin d'œil à Fort Boyard. J'ai envie de dire toujours plus haut, toujours plus fort sur le Tour de France, mais aussi sur les autres grands tours. C'est une véritable course au dénivelé. Le col du Hague qu'évoquait Thierry Gouvenou, c'est 11 km à 7,3%. Le Salève, 4,7 km à 11%. 4 km à 11%, et puis le plateau de Son-les-Eaux, 11 km à 9%. C'est une course au dénivelé qui finalement, Gérard, dans les faits, risque d'avantager Pogačar. On l'évoquait avec Cameron. Oui, mais voilà, qui sait quelle sera la forme de Pogačar au mois de juillet cette année-ci? Qui sait ce qui se sera passé dans les épreuves qui auront précédé? Personne ne peut le dire. Je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, et je vais vous décevoir un peu, vous faire sourire, c'est un peu du blabla, évidemment, parce que ce que moi je remarque, c'est que tous les organisateurs, quels qu'ils soient aujourd'hui, veulent faire de leur course la plus dure qui soit. Mais est-ce que c'est bien ou pas bien, Gérard? Non, moi je trouve que vouloir montrer du spectacle, c'est une bonne chose, mais dans la réalité, toujours durcir les courses, ce n'est pas une bonne chose. Et ce que l'on voit en évolution, c'est que on a effectivement aujourd'hui sur les grands tours des grimpeurs qui sont les meilleurs à la base, alors qu'on devrait pouvoir équilibrer tout cela et faire en sorte qu'à une certaine période, on a quand même eu Indurain, qui n'était pas un tout grand grimpeur, mais qui a gagné grâce au contre-la-montre. Et je trouve qu'aujourd'hui, mais c'est un peu ce qu'on avait prévu, Martinez-Sexas, il faut avoir un parcours qui est très difficile, parce qu'on sait que là, au minimum, ils vont gagner une étape. Sexas, on en sait peut-être moins aujourd'hui, mais on espère. Il n'est pas mauvais contre la montre. Il a sans doute de meilleures qualités de régularité par rapport à Lenny Martinez. Et ils espèrent évidemment d'avoir un vainqueur français. Ce qu'on peut comprendre, c'est légitime. Mais toujours aller vers le plus dur, c'est évidemment négliger ou renvoyer un certain nombre de coureurs à un niveau que je vais dire un niveau de figurant. Et je suis contre. Le prisme de Sexas, c'est intéressant, et ça aussi, c'est un peu une mauvaise nouvelle. Sans certitude qu'il participe. Non, mais à l'avenir, il va venir, si tout se passe bien pour lui, il va venir sur le Tour avec des prétentions. Il est bon rouleur, mais c'est pas un spécialiste du chrono. Et ça, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour Remco, parce que imaginez que Sexas soit un spécialiste du chrono. Là, je peux vous dire que du côté d'ASO, on va faire un parcours avec des chronos. Or, c'est pas vraiment le cas. Donc ça aussi, pour Remco, c'est peut-être un peu embêtant. Donc quand Pogačar et Vingegaard prendront leur retraite, Remco sera encore là, mais il y aura derrière oui, après, il n'y a pas non plus un grand écart entre Pogačar et Evenepoel. Non, il y a besoin de Cameron. J'allais dire que finalement, en durcissant la course, et ici on parle du Tour de France, mais c'est vrai que comme Gérard le dit, on en a parlé régulièrement ici cette saison, que tous les organisateurs essaient de durcir les courses et pour avoir finalement plus de spectacle, plus de suspense. Mais ici, je vais parler notamment de l'étape à 5600 mètres. 5600 mètres avec le Télégraphe, le Galibier, Sarenne et l'Alpe d'Huez la veille de Paris. Voilà, qu'on espère du coup, ils espèrent beaucoup de suspense, mais finalement, ça pourrait faire totalement l'effet inverse et créer juste une course contrôlée et pourquoi pas l'échapper, aller au bout. Selon les écarts ce jour-là, évidemment. Voilà, parce que comme je ne sais plus lequel des deux. Ils se ressemblent. Mais... Non, mais c'est vrai, ils se ressemblent entre Rick et Gérard. J'ai toujours un doute. Je suis un peu plus jeune, malgré tout. Vous les croisez dans la pénombre, c'est particulier. Non, mais je pense que la seule chose qui peut arriver dans cette étape-là, c'est peut-être une défaillance d'un des grands leaders. C'est ça. Et ça, c'est. Il faut presque jouer sur la défaillance pour trouver un autre vainqueur. En se disant que Pogačar était un peu plus faible, et je mets des fameux guillemets, en troisième semaine cette année, et que Vingegaard était plutôt mieux en troisième semaine. Voilà. Mais justement, est-ce qu'ils vont pas avoir peur de cette vu que c'est la dernière semaine. C'est le deadline. Voilà, et que tout le monde, que ce soit Pogačar, Vingegaard ou les autres, tout le monde est à bloc et tout le monde est. Les batteries sont plates et du coup, il faut quand même oser encore aller, parce que vous avez cité toutes les difficultés. Et il faut quand même oser attaquer et on ne sait pas, d'un coup, on peut avoir un coup de mou et voilà, c'est terminé. Donc moi, je vois plus cette étape comme une étape. Et celui qui est deuxième ou troisième va peut-être dire, moi je prends pas de risque et j'assure ma place sur le podium. C'est ce que je vois.
Alors avant de rejoindre Patrick Evenepoel et d'évoquer plus spécifiquement le cas de Remco et notamment le manque de chrono, un dernier mot sur les Pyrénées que l'on va donc franchir en quittant l'Espagne. Des Pyrénées plutôt light, c'est comme ça qu'elles sont présentées par les organisateurs. 3950 mètres de dénivelé positif dans la 3e étape vers les Angles, 2750 mètres vers Foix, c'est la 4e étape, et surtout 4150 mètres de dénivelé positif vers Gavarnie. Ce sera une étape qui méritera le détour en termes de décor. La 6e étape avec l'Aspin et le Tourmalet au programme. Et là, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais c'est un peu ce qu'on est en train de faire depuis le début de l'émission tous ensemble. Peut-être que le Tour, avec l'Aspin, le Tourmalet et plus de 4000 mètres de dénivelé dans la 6e étape, pourrait déjà être joué avant Bordeaux. Pogačar pourrait déjà sortir de là avec un beau matelas. Ah ben oui, d'autant qu'il y a un chrono par équipe avec des gros guillemets puisque le temps sera pris sur chaque coureur pour commencer. Puis il y a cette étape vraiment difficile à Barcelone où il va falloir du punch, où logiquement Pogačar est le plus fort dans ce domaine-là. S'il décide de tuer la course dans la première arrivée au sommet aux Pyrénées, on peut sortir des Pyrénées avec déjà un écart de 1:30 ou 2 minutes. Hein. C'était compliqué de zapper les Pyrénées, évidemment. Je pense que la première semaine va surtout donner le ton. Et on va vraiment voir les favoris, ils vont devoir se découvrir, mais le tour ne sera pas encore joué après une semaine. Et est-ce que Pogačar voudra prendre le maillot jaune si tôt aussi? On l'a vu l'an dernier, je le veux, mais en même temps, je le recède à Van Der Poel. Mais le premier jour, on ne peut pas jouer. Hein. Pas le premier jour. Ils vont pas tous y aller à fond. Et même le deuxième, c'est limite. On est d'accord. Mais après, effectivement, dans les Pyrénées, il y a moyen de laisser partir un coup. Il faudra trier, mais ça, Emirates sait le faire. Allez, un maillot jaune pour Ben Illy la première semaine. On prend les paris. Il est avec nous. Il nous fait le plaisir d'analyser ce parcours 2026 à nos côtés. Nous accueillons donc Patrick Evenepoel. Bonjour Patrick, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour tout le monde, bonjour Cameron. Bonjour. Cameron, elle a droit à un bonjour particulier. Ça arrive souvent, Patrick. C'est la seule femme sur le plateau, donc c'est normal. Vous n'êtes pas le seul, Patrick, le papa donc de Remco Evenepoel. Alors vous me disiez, là on s'est contacté avant le début de l'émission, ne pas encore avoir débriefé de tout cela avec Remco. Votre avis, vous, de papa, mais aussi de connaisseur du cyclisme et de manager de Remco Evenepoel, votre avis global sur ce parcours du Tour de France 2026? Honnêtement, je n'ai pas encore bien regardé. J'ai autre chose à faire, entre parenthèses. C'est vrai que quand je vous entends, ça doit être très dur. J'ai l'impression. Mais est-ce que vous êtes sûr que Pogačar va aller? Je vais parler toujours de Pogačar, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il va aller au Tour cette année. Pourquoi? Il veut faire Giro et Vuelta. Ce sont des bruits de peloton ou des convictions? Ça vient du vent du peloton. Et dans ce cas-là, ça ouvre des perspectives pour Remco alors, parce que nous on a fait la question inverse. Est-ce que avec le manque de chrono, Remco va aller au Tour? Là, vous nous dites peut-être que Pogačar ne viendra pas. C'est l'impression que j'ai, mais de toute façon, on ne va pas gagner le Tour dans le chrono. Hein. On gagne le Tour dans les montagnes. Donc, si maintenant c'est 40 km de chrono, 50 ou 60, à mon avis, ça ne va rien changer. Si on voit le parcours, la dernière semaine, tu peux encore voir 3 minutes d'avance. Tu pouvais en perdre 10 sur une étape. Mais est-ce que Remco, avant la publication de ce parcours, avait l'espoir d'avoir plus de chronos sur le Tour 2026, ou alors il s'était fait une raison en se disant de toute façon, chez ASO, ça ne changera pas à court terme? Avec moi, on n'en a pas parlé en tout cas. Honnêtement, on ne parle pas beaucoup de la course le dernier temps. C'est l'hiver, saison est finie. Donc, c'est à lui et son équipe, son nouvelle équipe, de voir comment ils vont faire leur programme. Et tout peut vite arriver. On a vu l'année passée, une maladie, un simple accident et tout est perdu. Alors, il est en stage en ce moment avec sa nouvelle équipe, donc Red Bull Bora. Dans quelques instants, les chroniqueurs autour de la table vous poseront une question. Mais moi, ma toute première concernant cette première approche de Remco avec ses nouveaux équipiers, est-ce qu'il était impatient d'y être à ce premier rendez-vous? Je crois que, comme tout le monde, si vous changez de travail ou d'école ou de club de supporters, n'importe quoi, le premier jour, c'est toujours spécial, mais en général, ils se connaissent déjà. Hein.
dans la course, ils ont déjà parlé pendant les mois passés. Hein. C'est un petit peu la rentrée des classes pour Remco Evenepoel. Jérôme Elguers, une question pour Patrick. Oui, depuis qu'on a annoncé ce transfert de Remco chez Red Bull Bora, on se pose un peu tous la question du leadership, parce qu'il y a quand même encore un Roglic qui est certes vieillissant, il y a Lipovic qui a fait 3e du Tour de France, il y a même un Pellizzari qui arrive. Moi, je voulais un petit peu savoir quelle garantie vous aviez, vous Patrick et Remco, par rapport à ça au moment de signer chez Red Bull. Est-ce qu'il y a déjà des décisions qui ont été prises par rapport au leadership, ou tout est à écrire encore? Non, pas du tout. Ça n'était pas sur le programme de parler de ça. Je crois que c'est surtout dans l'équipe qui doivent parler de ça. Moi, j'ai rien à faire à comment ils vont gérer le leadership. C'est à eux de voir, et je crois que les gens vont parler. Hein. Ouais, dès le début de saison, elles vont parler, mais il faut évidemment aussi décider déjà pendant l'intersaison de ce qu'on veut faire. Que veut faire Remco l'an prochain? Est-ce que Remco, par exemple, veut faire le Tour? Il faut demander à lui-même. Hein. Patrick, vous avez la réponse. Mais non, honnêtement, il y a une très grande chose qu'il faut mettre dans la tête, c'est que moi, je suis le papa, je ne parle pas de la course avec lui. Je parle avec lui de tout ce qui est autour de lui. Non, c'est honnêtement... Nous, on ne parle plus de la course. S'il vient à la maison, c'est pour venir manger à son aise à la maison, mais on ne parle pas de la course. J'imagine que Anya fait bien manger, c'est pour ça qu'il vient. Voilà, justement. Rick Verbrugge, une question pour Patrick. Mais c'est pas vraiment une question, je pense que c'est plutôt une constatation. Bon, son transfert vers Red Bull Bora, pour moi, c'est l'étape nécessaire pour essayer d'un jour de gagner le Tour de France. Et il faut bien savoir que Remco est quand même le coureur qui a déjà prouvé par rapport à tous ses concurrents, si je peux dire, internement dans l'équipe, que c'est un leader naturel, et que forcément, si Remco est en forme et que tout se passe bien, la forme du moment est toujours importante, mais c'est un leader naturel, et il sera présent sur un Tour de France en tant que leader, et pas penser qu'un Roglic ou un Lipovic ou Jay Hindley, ils sont là vraiment pour l'aider à ce moment-là. Puisque Red Bull, ils ont quand même engagé Evenepoel pour essayer de gagner le Tour de France, ce que je pense qui est tout à fait réalisable, mais encore une fois, c'est l'état de forme du jour ou du mois sur un Tour de France qui va être importante, mais naturellement, c'est un leader en devenir. Ça peut l'aider, ça, Patrick, ce charisme naturel de Remco pour s'imposer dans sa nouvelle équipe, cette conviction d'avoir les capacités de s'imposer sur les plus grands tours, ça doit l'aider, a priori, ce mental. Le mental, tout le monde sait qu'il est très fort mentalement, et son premier tour, il a quand même fait podium aussi. Donc, je crois qu'on doit tenir ça dans sa tête. L'année passée, il n'était pas prêt pour le tour, ça c'est clair. Il n'était pas prêt du tout. Et je crois qu'avec un très bon hiver, avec une très bonne préparation, sans malchance, touchons du bois, qui peut arriver à 100% au tour, je crois qu'il va faire un très beau résultat, si tout se passe bien. Et on croise les doigts, évidemment. Gérard? Oui, moi c'est plutôt une question vers Patrick en tant que papa, mais aussi en même temps que manager, et ma question a été partiellement bouffée par Monsieur Jérôme. Mais j'aurais aimé te demander, Patrick, quand tu as géré le contrat, on parle absolument pas d'argent, il y a quand même dans ce contrat, en dehors de la forme du moment dont a parlé Eric, un moment où on demande certaines garanties sur certains types de courses qui convient à Remco. Je peux pas imaginer qu'à un certain moment, on l'envoie dans des courses de préparation, oui, mais pas vers des courses qui ne lui conviennent pas. Donc est-ce que, et c'est une question générale que je demande parce que le cyclisme a tellement évolué depuis que moi je faisais des contrats pour les coureurs, est-ce qu'il y a quand même pas une garantie sur faire le Tour, mais une garantie sur faire un certain nombre d'épreuves importantes, et je pense éventuellement au Tour de Lombardie, je pense à Liège-Bastogne-Liège, je pense éventuellement à la Flèche Wallonne. Est-ce que ça est laissé complètement en dehors de
votre discussion de contrat, ou est-ce que tu as quand même appuyé pour avoir un certain nombre d'épreuves dont Remco a besoin pour continuer sa belle progression, en fait? Disons que c'est Remco qui a appuyé, c'est pas moi. C'est Remco qui parle pour son programme, c'est Remco qui parle avec les dirigeants, avec son directeur sportif. Mais je crois que son programme général ne va pas changer comme il l'a fait jusqu'à présent. D'accord, oui, mais il y a quand même une base qui est mise au point, je pense, et c'est ça que je voulais savoir, parce que c'est vrai que ce sont de gros contrats aujourd'hui, qu'il y a du monde derrière au niveau juridique, etc., et c'est bien logique, mais je pense que Remco a voulu avoir des garanties, et c'est une bonne chose comme ça. En fait. Et donc on le retrouvera a priori sur les mêmes courses qu'en 2025 et en 2024. Jérôme. Oui, j'avais encore une question parce que dans les courses de fin de saison, championnat du monde, championnat d'Europe et Lombardie, Remco a toujours échoué à plus ou moins 1 minute 30 d'un Pogačar. Et après le championnat d'Europe, il avait dit maintenant que j'ai ma nouvelle équipe, on va travailler pour essayer de combler cette fameuse minute de retard. Donc moi, ma question, Patrick, c'était qu'est-ce que Red Bull peut lui apporter de plus, justement, concrètement, pour combler cette éventuelle minute d'écart? Le futur va nous le dire. Disons que tout le monde sait qu'il faut rouler 10 minutes, un quart d'heure plus vite en montagne. Et essayer de le suivre. Mais il a la conviction de pouvoir le faire, mais il n'y a pas que la conviction qui compte, évidemment, Patrick. Il y a toute la préparation. On sait que Red Bull, il y a un budget différent. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir concrètement? Là, il va partir aux États-Unis, notamment pour travailler dans la soufflerie de Specialized. Il y a vraiment des choses en plus, concrètement, qu'on peut lui apporter par rapport à ce que la structure Soudal lui a apporté ces dernières années? Je crois peut-être un nouveau système d'entraînement. On a vu Tim, entre parenthèses, il a aussi changé d'entraîneur et on a vu les résultats qu'il a fait. Un besoin de renouveau. Je crois que tout le monde a une fois besoin de ne pas faire toujours copy-paste, mais il faut carrément changer le système. Et si on regarde Pogačar, il y a 5 ans, il a changé, il y a 2 ans d'entraîneur aussi. Donc je crois que c'est surtout mentalement et faire des progressions avec les nouvelles sciences, les nouveaux systèmes d'entraînement, nutrition. Et comme Rick l'a dit, c'était le moment peut-être de changer. Mais on ne sait pas. On n'a pas une boule où on peut dire tout ce qui va se passer. La boule de cristal en français, Patrick, effectivement. J'ai une dernière question concernant le contre-la-montre par équipe inaugurale. 19 km donc au cœur de Barcelone avec l'ascension de Montjuïc et de la côte du stade olympique. Et donc Patrick, particularité du règlement, vous le savez, les temps seront pris individuellement. Remco va donc sans doute rester le plus longtemps possible avec ses équipiers de la Bora, mais il pourrait aussi dans le final décider de terminer seul et de gratter le plus de temps possible sur ses adversaires. Est-ce que on peut imaginer, parce qu'il en rêve, tous ses supporters en rêvent, le papa que vous êtes en rêve, est-ce qu'on peut l'imaginer endosser le maillot jaune sur cette première étape à Barcelone? Je crois que c'est faisable et je crois surtout qu'ils vont... S'il va autour, qu'ils vont essayer quand même de faire un très beau résultat. Mais aussi bien Vingegaard que Pogačar voudront le maillot jaune. Ça, c'est clair. Patrick, un grand merci. Je sais que cette période va être un peu plus calme, même si vous continuez avec votre académie, vous occupez aussi des jeunes coureurs. Il y a du boulot pendant l'hiver. C'est un Remco Evenepoel que l'on espère revoir évidemment revigoré au mois de janvier, au mois de février. Et on croise les doigts évidemment, et tout le pays croise les doigts pour que la suite de sa carrière chez Bora se passe à merveille. J'ai peut-être une toute dernière question, tant qu'à faire. Un mot peut-être pour l'équipe qui a encadré Remco depuis ses débuts chez les professionnels, pour l'équipe Soudal Quick-Step. Oui, il y a que 2 mots. Grand merci.
Voilà, donc un merci très grand. Merci beaucoup à vous aussi, Patrick, de nous avoir rejoints pour ce numéro spécial On connaît les classiques Tour de France 2026. Voilà pour l'interview du papa de Remco Evenepoel concernant donc l'absence de chrono. Il ne s'en offusque pas trop et surtout le renouveau dans la manière de s'entraîner de Remco Evenepoel au sein de la Red Bull Bora. Bon, il n'a pas répondu clairement à toutes les questions et c'est vrai qu'on va laisser les semaines passer et voir comment Remco s'intègre dans sa nouvelle structure, mais on est évidemment impatient de voir aussi cette collaboration avec Pellizzari, avec Roglic, avec Lipovic. Ce sera peut-être ça le plus compliqué, vous qui avez managé de grands coureurs dans votre carrière, Eric. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faut bien définir à l'avance et avoir des bonnes discussions. La période ici du mois de décembre, ça c'est généralement la période où on fait vraiment les plans pour les coureurs, mais pas seulement avoir des bons plans avec les coureurs, il faut aussi que tout le staff sportif de l'équipe soit sur la même longueur d'onde, et ça c'est un travail qui se passe en amont avant de présenter le plan général aux coureurs. C'est le petit nouveau, je le disais, la rentrée des classes. Pellizzari, Roglic, Lipovic sont déjà là. C'est lui le petit nouveau, Cameron. C'est pas évident. Jay Hindley. Et Jay Hindley, oui, tout à fait. Ils ont vraiment une grosse équipe. Ouais. Moi, si je peux juste donner un point négatif sur l'équipe où... Le choix. Non. Ou l'équipe où Remco il y va, c'est que pour moi, il manque un gros rouleur de chrono. Comme par exemple le chrono par équipe au Tour de France, on voit quand même que chez UAE, ils ont ce genre de coureurs qui peuvent faire la différence. Et là, c'est peut-être le seul élément qui manque encore dans cette équipe, mais je suis sûr qu'ils vont y travailler dans l'avenir, d'avoir un gros rouleur de chrono qui est capable de faire des kilomètres et des kilomètres en tête du peloton, mais faire la différence dans les étapes de plaine et dans les chronos pour lui aussi. Ouais, peut-être Tratnik, mais... Et il y avait un bon Sobrero qui s'en va, je pense. Exactement. Donc Sobrero s'en va, oui, l'ancien champion. Il y a peut-être un autre élément qu'il faut souligner aussi. Ici, il était dans une équipe belge. Il est belge, avec une mentalité belge. Il va aller dans une équipe allemande, et je vous garantis que la mentalité d'une équipe allemande n'est pas comparable avec la mentalité de l'équipe que j'appellerai toujours toute ma vie l'équipe de Patrick Lefevere. Cameron, votre avis sur ce transfert de Remco, sur les prochaines semaines à venir et sur son intégration? C'est vrai que c'est pas facile, comme vous dites, quand on est le petit nouveau. Après, c'est Remco Evenepoel, c'est l'un des meilleurs cyclistes au monde. Et comme Rick le disait, s'il va au Tour de France, ce ne sera pas pour rouler pour Lipovic ou Roglic ou peu importe. Les autres vont rouler pour lui. Maintenant, chez Soudal Quick-Step, il n'avait pas l'habitude en fait de gérer ce co-leadership, si je peux appeler ça comme ça. C'était lui qui choisissait son programme. Il disait qu'il voulait faire ça. Tandis que là, ce sera peut-être un peu différent. Il va devoir apprendre à gérer ce partage. Ce qui n'est pas toujours évident. On l'a déjà remarqué chez plusieurs coureurs dans le passé. Donc oui, il faut... Oui, excuse-moi de te couper, mais ça peut être un avantage si le management de l'équipe gère vraiment bien ça. À ce moment-là, ça peut enlever une certaine pression, parce que ça dit aussi que voilà, si je me loupe aujourd'hui dans ce Tour de France ou n'importe quelle course que ce soit, j'ai d'autres équipiers qui sont capables de revenir. Est-ce que c'est la mentalité de Remco ? Ouais. C'est compliqué, évidemment, par rapport à la mentalité de Remco Evenepoel, mais vraiment, on continue à croire que ce changement devrait faire du bien, en tout cas, et fera du bien, sur l'affirmatif à Remco Evenepoel. C'est important ce que Rick disait, les qualités de leadership de Remco, parce que ça va être quand même très important chez Red Bull, parce qu'il faut le dire aussi, jusqu'ici, chez Red Bull, au niveau de la cohésion d'équipe, il n'y a quand même pas eu beaucoup de bons exemples. Roglic, parfois, on se demandait un peu ce qu'il faisait. Vlasov, n'en parlons pas. On n'a pas cité, c'est vrai, Vlasov. Sur plusieurs courses, Vlasov, il a joué vraiment la carte individuelle, et on se souvient de la Vuelta avec Jan Uijtdebroeks aussi, où il a tout fait pour passer devant son équipier, et ça ressemblait à rien. Donc moi, j'ai quand même l'impression qu'au niveau de la cohésion et du leadership, il va falloir travailler, et heureusement, Remco est fort dans ce domaine-là, et je pense que c'est ça qui sera très important dans les premiers mois ici. Ils ont énormément travaillé aussi sur leur staff sportif, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Bon, je connais Zach Dempster en ayant travaillé avec lui, c'est quelqu'un qui est
très posé et je suis sûr qu'il va bien faire les choses. Donc ils ont fait énormément de travail sur le staff sportif là, et ça va être aussi une des clés du succès certainement de Remco chez Red Bull. Être rassembleur, et ça n'est pas toujours évident, évidemment, et on l'a vu chez UAE aussi, hein, même si on a déjà beaucoup débattu du cas Ayuso, mais ce n'est pas toujours évident de devoir gérer plusieurs vedettes dans le même team. Il y a encore deux types de coureurs dont on n'a pas parlé avant de passer au tour féminin. On a effleuré le cas des punchers et le cas des sprinters. On commence par quoi, Cameron ? Comme vous voulez. Allez, vous voulez qu'on parle de team ? On va commencer par les sprinters. Donc, 7 étapes de plaine, voilà ce que nous annonce ASO. On a un petit peu décortiqué le parcours plus précisément. Et, moi, j'en compte 5. On a, si les équipes de sprinters gèrent bien, la certitude, entre guillemets, d'arriver au sprint. Pau, Bordeaux, Bergerac, Nevers et Chalon-sur-Saône. Est-ce que c'était les mêmes 5 étapes ? Oui. On est donc raccord. Ça reste peu, malgré tout. Ça reste peu. Et beaucoup, parce que c'est vrai qu'on s'attendait quand même à beaucoup moins de ce qu'on avait entendu l'année passée. Thierry Gouvenou allait punir les sprinters. Oui, voilà. S'ils continuent de se plaindre, moi, je les punis, il n'y aura plus d'étapes pour sprinter. Souvent entendu que les étapes de plaine étaient assez ennuyantes. Et donc, oui, on s'attendait à quand même beaucoup moins. Tim regardait quand même la présentation avec un peu d'appréhension, mais finalement, allez, c'est quand même déjà pas mal, 5 sprints. Sans la certitude qu'il y aura à chaque fois un sprint. Hein. Oui, voilà, quand je repense à l'année passée, à l'étape avec Van der Poel et Rickaert, qui ont été presque jusqu'au bout, jusqu'à 800 mètres. C'était à Châteauroux, je pense, de mémoire. Oui, c'est ça, Châteauroux. Où Tim gagne d'ailleurs. Et finalement, c'était même pas une étape ennuyante, parce que jusqu'au bout, on se disait, mais est-ce qu'ils vont rentrer ou est-ce qu'ils vont pas rentrer ? Personnellement, moi, je trouve pas qu'une étape de sprint est ennuyante, et je trouve que ça fait partie intégrante quand même du cyclisme et du Tour de France. Quand on repense aux années de Cavendish, de Kittel, moi je retiens ça aussi du Tour de France, et un Tour de France sans sprint, ce serait triste, ce serait pas un vrai Tour de France, et je trouve que ce serait du coup aussi ennuyant de tout le temps avoir par exemple les mêmes coureurs, donc pour pas citer Pogacar, mais arriver tout le temps au sommet tout seul ou avec facilité. Heureusement qu'il ne participe pas au sprint massif. Voilà. Sinon, effectivement, il en aurait 15 ou 16 des victoires d'étape à la fin du Tour. Il y a eu des années quand même où Cavendish avait gagné 4 ou 5 étapes, Philipsen aussi. Ouais. Ici, l'année dernière, c'est vrai que Philipsen a chuté, mais on voit que c'est quand même un peu plus partagé entre Merlier, Milan et Philipsen. Il y a un peu plus de suspense, c'est peut-être ça aussi. Ils sont tous au départ. Qui a incité ASO à remettre un peu plus d'étapes pour sprinters. Et Pedersen n'était pas là, mais c'était un équipier de Milan. Gérard, votre avis sur ces sprints et la question un peu cash. On a compris que Tim Merlier était soulagé de voir le nombre d'étapes pour sprinter. Est-ce que Merlier, Philipsen, Milan et d'autres doivent se réjouir d'un tel Tour de France ? Il n'est pas soulagé du parcours. Il est soulagé d'avoir quand même la dernière semaine, s'il veut aller à Paris, il sait qu'il va devoir souffrir, effectivement. Oui, c'est ça aussi. Un des problèmes de cette dernière semaine, c'est que, il y a 5 étapes de sprint, mais la dernière semaine, pour les sprinters, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on pourrait voir beaucoup de sprinters quand même arrêter. Il n'y a plus la carotte parisienne. Voilà, il n'y a plus cet objectif-là de se battre jusqu'au bout pour arriver aux Champs-Élysées et encore une fois sprinter. Maintenant, avec Montmartre, ça c'est fini aussi. Et surtout, avec les étapes qui précèdent, c'est encore moins possible. Ils ne vont pas arriver avec les jambes très fraîches à cette dernière étape. Donc pour les sprinters... Ou alors, il faut viser le maillot vert. Et là, on a une carotte. Voilà, en rentrant à la maison, potée de carotte pour Tim, et vous évoquez le maillot vert. Mais vous nous donnez quand même un scoop, parce que qui nous dit à 100% sûr que Tim Merlier va participer au Tour de France et qu'on ne mette pas le jeune Français, parce que Paul Magnier, Paul Magnier, c'est quand même, ça devient de la concurrence dans l'équipe. Ça aussi, c'est de la discussion pendant l'hiver au sein de l'équipe. Voilà, ça se discute, c'est vrai, pendant les stages en Espagne. Donc à voir comment ils vont gérer ça en fonction de... Mais encore une fois, je pense que là, pour moi, Tim Merlier est vraiment le coureur qui... Et je pense que je l'ai dit plusieurs fois quand on était au Tour de France, c'est vraiment le coureur qui sait faire la différence sur les derniers mètres. Même s'il n'a pas son lead-out, il n'est pas perdu complètement dans le sprint, et il peut aller remporter une victoire. Et ça, c'est le gros avantage à Merlier quand même. Gérard, votre opinion sur les sprinters ? Je trouve que 5 étapes sur 21, ça fait
étapes pour sprinter, c'est pas mal. Je trouve qu'au-delà de ça, il y a peut-être un peu trop d'arrivées en montagne et trop peu d'occasions, pour les vrais baroudeurs qui doivent quand même s'y retrouver aussi. Maintenant, on le sait, ce sont les coureurs qui font la course. Il peut se passer beaucoup de choses et il peut arriver qu'une étape parfaitement plate ne soit pas disputée au sprint. Donc voilà, mais je trouve qu'un quart pour les sprinters, c'est pas si mal. Alors vous évoquiez les baroudeurs. Quand on a posé la question à Christian Prudhomme concernant, et je vais parler maintenant des puncher, le manque d'étapes pour puncher. On se souvient que l'an dernier, dans la première semaine, avec Mur de Bretagne, Boulogne-sur-Mer, avec Rouen aussi, on avait assisté à de superbes étapes. Il n'y a pas d'équivalent cette année. Évidemment, on n'est plus en Bretagne, on n'est plus en Normandie, on ne peut pas changer le décor. Et Christian Prudhomme nous disait comme justification, nous donnait comme justification, cette année sera le tour des baroudeurs. Prenez même l'exemple pour nous faire plaisir à nous les Belges. Pensez à un Thomas de Gendt de la grande époque. Il aurait eu sur ce tour plusieurs possibilités, notamment dans le Massif central, de s'illustrer. Est-ce que, Jérôme, vous hochez de la tête, est-ce que la justification de Christian Prudhomme vous convainc ? Dans l'esprit, on considère De Gendt comme un baroudeur parce qu'il aimait bien s'échapper, mais De Gendt avait d'énormes qualités pour passer sur tous les terrains. Des baroudeurs comme Abrahamsen ou d'autres, sur des parcours très montagneux, ça va être trop compliqué. Là, on est plutôt dans des coureurs comme Benili, qui s'était beaucoup montré l'année dernière. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un paquet de coureurs qui vont pas trop s'y retrouver et qui vont se poser la question. Des Van Der Poel, des Van Aert. Oui, c'est eux qu'on pense. Ou un Dely aussi, parce que Dely est au sprint pur, face à des Merlier, des Philipsen et des Milan, il sait qu'il est un cran en dessous, il les battra peut-être une fois, mais il faudra des circonstances favorables et de très bonnes jambes. Où est-ce qu'il va aller trouver son bonheur sur un parcours comme ça ? Il manque quand même, je trouve, une ou deux étapes un peu en profil classique comme ça. Et on n'a pas en tout cas, et on a analysé ensemble, Jérôme, ce parcours de finale avec la petite bosse qu'on attend pour les purs punchers. Ça, on n'a pas. C'était un choix des organisateurs. Les punchers ont été gâtés l'an dernier, ce sera moins le cas cette année, mais on apprécie tellement ce cyclisme, Rick, et on parle beaucoup de la manière de rouler des Van Der Poel, des Van Aert, et il y en a plein d'autres, que là, il y a peut-être un petit manque. Ouais, mais c'est vrai que ça donne... Enfin, moi, je pense que, franchement, si le Tour de France veut mettre plus de suspense sur 3 semaines, comme toutes les courses d'un jour, on est en train de les durcir au maximum, peut-être qu'il faudrait justement penser l'inverse sur une course de 3 semaines et d'enlever de la montagne et avoir un terrain qui est beaucoup plus accessible où on pourrait avoir éventuellement 6-7 potentiels vainqueurs du Tour de France au départ à la place de 2 ou 3. Mais donc on regrette déjà un petit peu le parcours de l'an dernier, qui était un chouette parcours, et on s'est bien amusé effectivement. C'était assez ramassé dans la première semaine pour les punchers, mais il faudrait ce type de parcours un peu plus souvent ? Oui, non, encore une fois, ce sont les coureurs qui font la course et les coureurs peuvent décider à un certain moment, si c'est trop dur, de neutraliser la course. C'est votre petit clin d'œil hebdomadaire à Jean-Luc Vandenbroek. Les organisateurs proposent, les coureurs disposent. Auquel je pense souvent et que j'ai revu à Binche avec plaisir d'ailleurs, mais... Vous savez, on peut imaginer énormément de choses aujourd'hui à 8 mois du Tour qui ne vont absolument pas se passer. Qui aurait imaginé que Remco Evenepoel ait cet accident l'hiver passé lors de sa première sortie vélo et que ça perturbe toute sa saison ? Personne. Qui peut imaginer que le Pogačar qu'on a eu ici, qui termine un tour épuisé mentalement, blessé au genou, ça s'est sorti par après, c'est intelligemment de ne pas le dire à ce moment-là parce qu'il aurait été attaqué de toutes parts. Qui peut imaginer tout ça ? Je pense que vivons les choses telles qu'elles sont. Faisons quand même confiance à l'organisateur, même si je dis que pour moi, ça a une petite connotation de trop exigeant, de trop rechercher du spectacle, d'aller trop chercher peut-être aussi des défaillances de certains, et ça apportera des critiques, les fameuses critiques que je n'aime pas, et vous savez que quand il faut critiquer, je suis là, je suis le premier à le faire. Je n'aime pas non plus qu'on résume une course, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises,
à un simple duel entre deux coureurs. Et même si ce duel, on l'a eu, je n'aime pas parce qu'il y a toujours des fantaisistes sur les réseaux sociaux qui considèrent que le premier est dopé et que le deuxième ne vaut rien parce qu'il a été deuxième dans un duel. Alors qu'il y en a quand même 170 derrière, dont 85 qui ont abandonné. Donc moi je n'aime pas ce genre de blabla, mais ça fait partie de notre métier évidemment. Et je dis, vivons ce tour, tirons les conclusions quand il est terminé, et peut-être s'il s'avère qu'il a été trop dur, essayons avec des gens qui ont de l'influence de persuader justement des organisateurs comme Christian Prudhomme et ses alliés, les gens qui travaillent avec lui, de changer un peu les choses et de remettre du suspense dans tout cela. Et de faire en sorte que ce tour ne soit pas fait pour 2 ou 3 coureurs, justement, mais que tout le monde s'y retrouve, parce que j'ai vraiment l'impression aujourd'hui qu'en Belgique, tout d'abord, on va vers une vraie catastrophe, c'est pas le sujet, mais qu'on va vers un cyclisme plus qu'élitiste, dans lequel vous n'allez plus trouver de partenariat pour des gens qui sont simplement considérés comme des figurants. Mais pour les coureurs et pour les organisateurs de courses aussi en termes de partenariat. Ce n'est pas le sujet, mais c'est bien placé, Gérard, avec beaucoup de zénitude. Profitons donc du moment, profitons de la course et en même temps quelques petites piques bien placées. Merci Gérard. J'ai une dernière question par rapport à la dernière étape, par rapport à cette arrivée à Paris et cette butte Montmartre. C'était l'un des gros points d'interrogation. Est-ce qu'elle sera encore au parcours de cette dernière étape du Tour 2026 ? On a rapidement eu la réponse. Oui. Est-ce que vous êtes heureux ou pas de voir cette butte Montmartre de nouveau au parcours après ce qu'on a vécu l'an dernier, avec un petit ajustement. Le sommet de la dernière ascension, au sommet de la dernière ascension, il restera entre 10 et 15 km. Ça n'était pas très précis lors de la présentation avant l'arrivée. Ce sera donc un petit peu plus long pour un homme seul si jamais Van Aert venait à réaliser, pourquoi pas, la même chose. Cameron, la butte Montmartre. Personnellement, c'est vrai qu'avec Tim, il espère un jour quand même sprinter aux Champs-Élysées, parce que ça n'est jamais arrivé. Mais pour parler de Montmartre, c'est vrai que l'année passée, on a eu du beau spectacle, et je l'ai cité à l'épisode précédent, que pour moi, c'était un des plus beaux moments de la saison avec Van Aert, et en plus un Belge, donc il y avait quand même du beau spectacle. Surtout avec Pogačar, on a vu Pogačar comme ça lâcher de la route Van Aert, alors qu'on avait très peu, si même presque jamais vu ça de Pogačar lors des courses durant la saison. Donc c'est vrai que ça fait du beau spectacle, et je trouve ça pas mal de remettre cette année, et même au niveau du visionnage, je pense que c'est l'étape... En termes d'audience, oui, c'était le carton. Qui a atteint le plus de vues, donc je trouve que c'est pas mal de remettre au programme. Jérôme. Forcément, quand on a vu ce qu'on a vu l'année dernière, on a envie de regoûter. Mais moi je suis pour une alternance. Ouais. Plutôt il n'y a en tout cas aucune certitude, parce qu'on a posé la question. Oui, il n'y a pas de dogme. Voilà. Christian Prudhomme, mon homme, c'est qu'il n'y a pas de dogme. Il nous a donné une réponse de Normand, ayant à côté de lui un Thierry Gouvenou très normand. Il n'y a pas de décision, et on n'est pas convaincu qu'en 2027, on aura encore un passage par Montmartre. Mais en effet, on pourrait déjà systématiser une alternance. Oui, moi je serais favorable à ça. En tout cas, c'est complètement personnel. Mais ce qui est important, on l'avait déjà dit, mais dans cette arrivée, ce passage sur Montmartre, ce qui est compliqué, c'est au niveau sécurité avec les forces de police, etc. Parce que il faut canaliser une zone qui est complexe. Et donc c'est bien de voir qu'ils peuvent encore répéter l'opération l'an prochain et peut-être dans le futur. Mais je vote pour l'alternance. En espérant aussi, et on l'avait regretté sur le dernier enregistrement, que les temps soient bel et bien gardés, qu'il n'y ait pas la fine pluie qui a poussé les organisateurs à bloquer les temps lors du premier passage sur la ligne, pour qu'il y ait encore, au lendemain de cette fameuse étape de montagne, encore un peu d'enjeu si les temps sont serrés sur la 21e et dernière étape de ce Tour de France 2026. Voilà pour le Tour masculin. On va évidemment, et c'est tout naturel, à terminer cette émission spéciale Tour de France 2026 en nous plongeant quelques instants
instant dans le Tour féminin, le 5e du nom. Alors on va pas refaire l'histoire, on sait qu'il y a eu des Tours de France féminins dans les années 80, on se souvient notamment de Gianni Longo, il y en a eu dans les années 90, et puis il y a eu des trous, plus de Tours, et puis le Tour est revenu, et cette fois-ci il semble bel et bien installé avec à sa direction Marion Rousse. Et pour décrypter ce parcours du Tour féminin donc 2026, on accueille notre spécialiste cyclisme féminin, Martin Weynans. Bonjour Martin. Bonjour Sam, bonjour à tous. Alors, je le disais, le 5e Tour Femmes de la Nouvelle Ère du samedi 1er août, fête nationale suisse d'ailleurs ce jour-là, au dimanche 9 août, fête nationale suisse. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que le départ aura lieu en Suisse, à Lausanne. L'arrivée finale se déroulera à Nice avec notamment sur le parcours un contre-la-montre individuel du côté de Dijon, 21 km, avec l'ascension du Mont Ventoux et avec donc une dernière étape explosive autour de Nice avec 4 ascensions du col d'Èze. Nous étions tous impatients de découvrir, Martin, le parcours masculin, tout aussi impatients du parcours féminin. Quelle a été votre première réaction? Il y a la première réaction, se dire le Ventoux, ils reviennent à vraiment un col mythique comme il avait fait dans les 3 premières éditions. On peut discuter sur le col de la Madeleine l'année dernière, mais c'est pas la même aura. Et ce qui est assez sympa par rapport à ce petit teasing que le Tour avait fait, c'est à demander aux coureuses quel col mythique vous aimeriez bien voir. Et elles avaient toutes répondu le Ventoux. Évidemment, le teasing, c'était qu'elles ne donnaient pas de nom juste avant la présentation. Après, on avait la réponse. Mais donc, c'est que les coureuses en avaient envie aussi. Et ça, c'est intéressant. C'est bien balancé. Je vous entends dire, il y a un peu trop pour les mêmes coureurs ici. Sur une semaine, sur 9 jours exactement, on arrive à mettre tous les profils à l'honneur avec un chrono. Ça, c'est important que ça revienne. Et l'endroit où il est placé aussi. Après 4 jours. Donc, ça permet de changer sans doute les dynamiques de course. Ça, c'est pas mal. Et l'étape reine est 2 jours avant l'arrivée. Alors, l'étape de Nice va être intéressante, mais ça permet de sans doute prévoir pas mal de scénarios possibles. On ne va pas écrire l'histoire avant l'histoire, mais il y a beaucoup de possibilités en fonction du profil de coureuse que l'on est ou que l'on sera au départ. Un tour qui prend son indépendance quelque part par rapport au tour masculin. Marion Rousse assistait là-dessus lors de la présentation avec des dates bien distinctes désormais. Il n'y a plus une concomitance sur le dernier week-end masculin et sur le premier week-end féminin. Et c'est important vraiment maintenant de s'installer. Le tour féminin s'installe en tant qu'épreuve propre. Elles y avaient été forcées, entre guillemets, en 2024 avec les Jeux. Ça avait été une réussite malgré tout. Donc je pense que ça a poussé l'anticipation. Et l'épreuve est assez mature maintenant avec le soutien du public. Moi, je vois 3 avantages. Vous l'avez dit, il y a le clin d'œil à la Suisse. C'est quand même toujours sympa. Ça aurait été dommage de faire un départ en Suisse à quelques jours de la fête nationale sans que ce soit ce jour-là. Donc ça, c'est le premier. Tant qu'à faire, c'est le jour de la fête nationale. Il y a l'aspect logistique dont vous avez parlé. Faut rappeler qu'elles étaient parties tard le samedi, tôt le dimanche, donc ça fait plus de fatigue au tout début de course. Les courses qui s'entrechoquent, il y a des problèmes au niveau peut-être même des télés pour trouver des places dans les grilles. Donc tout ça, il faut en prendre en compte quand on est organisateur. Et le troisième, c'est le serpent de mer depuis que ce tour est de retour. On l'allonge progressivement. Si on veut allonger le tour, soit on complexifie le programme logistique en prenant une étape le vendredi, donc on a 3 jours de chevauchement, soit on termine un lundi, ce qui est beaucoup moins intéressant. Donc avec cette semaine d'écart, ça permet d'envisager à terme, et je ne suis pas dans les plans d'ASO, mais ça permet selon moi d'envisager à terme une course de 13, 14 jours, et là, ça se suivrait simplement. Ça permet, avec un Mont Ventoux, de crédibiliser l'épreuve. Il y avait eu l'Alpe d'Huez il y a 2 ans, de dire les dames passent aussi par les mêmes cols mythiques du Tour de France. En termes de crédibilité, c'est important, Rick ? Oui, ça va certainement aider. Maintenant, je pense quand même que, comme on a dit ici, c'est que le parcours est peut-être mieux dessiné que le parcours des hommes, pardon. Oui. Donc, est-ce que Marion Rousse ne fait pas du meilleur travail que Christian Prudhomme au niveau des hommes? Et si Marion nous écoute, elle appréciera. Peut-être que dans les quelques années à suivre, ce serait Marion Rousse qui prenne la direction du Tour de France, hommes et femmes. C'était une des possibilités. Enfin, je ne sais pas si c'est dans les cartons, mais... La rumeur a parfois... on va lancer la rumeur. Effectivement, mais on ne va pas la lancer, elle a déjà été lancée. Non, avec tout le respect qu'on a pour Christian Prudhomme, il ne sera pas éternel. Et elle occupe un rôle qui est relativement similaire. Elle aura eu quelques années d'expérience. Il est là pour la chapeauter encore à chaque présentation, l'encadrer. Ça pourrait être symboliquement assez fort. Ça semble une transition logique entre eux. Il y a même eu une grosse différence, je trouve, lors de la présentation sur le podium devant les 4000 personnes du Palais des Congrès. On a vu une Marion Rousse beaucoup plus à l'aise et un Christian Prudhomme beaucoup plus en
retrait au moment de la présentation, évidemment, de la course féminine. Et si Marion Rose devient directrice du Tour homme, ben c'est Cameron Van Den Broek qui devient directrice du Tour féminin. Je dis ça avec un petit clin d'œil, évidemment. Alors, ce parcours nous intéressait aussi parce que côté belge, on a un gros intérêt pour Lotte Kopecky. On a aussi de gros points d'interrogation derrière le nom de Kopecky depuis quelques semaines. Aura-t-elle encore envie de faire tous les sacrifices pour jouer le classement général? Est-ce que son équipe la laissera faire? Et alors la sous-question, dans quel état est-elle maintenant? Pour le moment, ça va. Ce que l'on voit sur les réseaux sociaux qu'elle peut partager, grand sourire, elle est à Lanzarote, elle reprend progressivement la pratique du sport et notamment du vélo. Elle est en présence notamment de Sanne Kahn qui a intégré le staff de SD Works. Donc on est déjà dans une reprise très prononcée. Elle suit avec attention les championnats du monde sur piste qu'on aura l'occasion de commenter avec Gérard aussi. Donc elle est déjà bien dans sa saison prochaine. Maintenant, elle n'a rien communiqué sur ses ambitions. On est quand même encore tôt. Mais je pense que c'est une coureuse et une femme assez têtue qui sait ce qu'elle aime et ce qu'elle veut faire, et je ne la vois pas rester sur un échec total. Donc, j'avais dit qu'elle allait redevenir une des meilleures coureuses du monde sur les courses d'un jour, je le pense toujours, mais je pense que l'objectif restera de faire un classement sur le Tour. On n'a toujours pas recruté de deuxième ou de troisième leader, ce qui avait été évoqué au Tour, donc c'est qu'on lui laisse sans doute encore la marge de le faire, mais différemment. Elle doit encore faire ce choix-là, Gérard? Continuer, s'entêter un peu. Maintenant, elle ne l'a tenté qu'une fois, ça n'a pas fonctionné. Elle peut évidemment non pas s'entêter, oui, il y a des circonstances atténuantes, des blessures, des chutes. Voilà. Est-ce qu'elle doit persévérer dans cette voie-là, pour employer le bon terme? Je pense que sa première tentative n'était pas faite au bon moment, mais on ne commente pas les choses. Je pense que oui. Si on veut effectivement voir une Belge dans les toutes prochaines années gagner le Tour, je pense que ça doit passer par Kopecky, qui a toutes les qualités et qui a, pour autant que j'ai regardé le parcours, j'avais moins regardé celui des hommes que des femmes, ça c'est curieux, mais je pense qu'il y a un parcours ici qui lui convient parfaitement. Avec un chrono. Dans lequel il y a le chrono effectivement, où on peut faire une différence, et je pense que même dans la montagne, elle a son mot à dire, donc si elle revient avec beaucoup de fraîcheur et je vais dire simplement la motivation qu'on lui a connue au cours, non pas de cette dernière année qui a peut-être été une année de trop, dans un enchevêtrement de moments difficiles, etc. Oui, pourquoi pas. Et elle n'aura pas de regret, en tout cas, même si ça ne marche pas. Donc, il faut le faire. Du côté des grandes favorites, la lauréate 2025 s'appelle Pauline Ferrand-Prévot. Cameron, vous avez beaucoup d'admiration pour Pauline Ferrand-Prévot, mais on sait aussi qu'elle a fait énormément de sacrifices pour atteindre ce niveau-là, notamment au niveau diététique, au niveau stage en altitude. Si elle ne fait pas tout ça, elle n'est sans doute pas capable de gagner le Tour de France. Et donc, est-elle capable de remettre l'ouvrage sur le métier, de repasser par les mêmes phases ? Oui, elle a déjà annoncé clairement qu'elle voulait défendre son titre, et on sait que quand Pauline Ferrand-Prévot se met quelque chose en tête, elle va tout faire à la perfection pour y arriver, donc notamment au niveau de la nutrition, les stages, tout ce que vous avez cité. Donc moi je pense que oui. Après, donc dans ce tour, s'il n'y avait pas eu de chrono, maintenant oui, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut en chrono, tandis que quand on prend une demi-Vollering, on sait qu'elle est quand même très douée. Kopecky, pareil. Donc à voir, mais je pense qu'elle va être très motivée, aussi notamment avec le Mont Ventoux. Elle est française, c'est le Tour de France. Ce sont des moments clés. Voilà. Ouais. Et comme je l'ai dit, quand Pauline Ferrand-Prévot se met quelque chose en tête, généralement elle y arrive. Donc oui, moi je la vois bien en tout cas défendre son titre. Le chrono, c'est le problème. Enfin, le problème, c'est l'interrogation. Parce qu'on n'a pas de repères. Elle a couru 7 chronos dans sa carrière professionnelle sur route. Le dernier en 2021, c'était au championnat 2021, de France. D'accord, ouais, ça remonte. Elle n'a plus fait beaucoup de routes non plus. Elle est capable de rouler sur tous les types de vélos, on l'a vu, sur tous les types de parcours. Elle a du temps pour se préparer et sans doute, on l'imagine, que ça va être un des axes de travail cet hiver. Mais si on travaille plus le chrono, on va peut-être prendre un peu plus de puissance, donc il va falloir trouver l'équilibre. Mais ça, c'est le cas pour toutes les coureuses. Hein. Ce sera un départ en Suisse, à l'étranger donc, le deuxième départ à l'étranger en 5 éditions. Et on sait déjà, c'est officiel, qu'en 2027, le Tour féminin démarrera de Leeds au Royaume-Uni. On sera donc à du 50-50. Hein. La moitié des grands départs en 2027 aura été donné à l'étranger. Est-ce que ça, c'est aussi un signe finalement de l'évolution ? Il y a à boire et à manger dans ce que je vais dire. Hein.
positive du Tour féminin, puisqu'on part beaucoup à l'étranger, et en même temps, on sait qu'on a tendance à critiquer ces grands départs à l'étranger, puisqu'il faut aller où il y a de l'argent, et donc s'il n'y a pas d'argent en France, on va à l'étranger pour trouver l'argent et organiser sa course. Comment vous analysez ces 3 départs en 6 éditions, si on intègre 2027 ? La popularité, déjà, a bien marqué. Alors, vous dites où il y a de l'argent, je dis aussi de pays et des régions de vélo, parce qu'on va à Leeds, on va dans le Yorkshire, on avait vu ce que ça avait donné au championnat du monde. Donc oui, il y a des régions qui sont prêtes à mettre de l'argent, mais pas que, et ASO ne va pas suivre, que ce soit pour les hommes ou chez les femmes, juste, je pense, pour l'argent. Il y a des pays qui seraient prêts à mettre encore un petit peu plus, un petit peu plus loin. Donc c'est signe de la popularité déjà de la marque Tour de France Femmes, ce qui est très bien. Maintenant, il y a aussi la difficulté de faire un tour qui visite beaucoup de régions de la France. Si on part à l'étranger, on se complexifie encore un petit peu la tâche. Ça fait quand même 2 ans qu'on ne va pas dans les Pyrénées, par exemple. Et en partant du Royaume-Uni, il y a un risque, c'est peut-être une volonté aussi, de obligatoirement courir un jour de plus, puisqu'il faudra revenir. Il y aura peut-être une journée de repos en début de Tour 2027. C'est pour ça qu'on évoquait la possibilité de se donner la place de le faire tout à l'heure. On n'est pas dans les cartons, mais ça pourrait sembler une possibilité, oui. Merci Martin Weynans, merci Cameron Van Den Broek, merci Rick Verbrugge, merci Gérard Bullens, merci à Jérôme Ellegers qui était avec nous pendant les 3/4 de l'émission, merci à Christian Mazieu et Thierry Delru en régie, et merci à Patrick Evenepoel qui nous a donc donné des nouvelles du fiston Remco, et merci à vous pour votre fidélité évidemment pendant toute cette année 2025. On connaît nos classiques, on reviendra évidemment l'année prochaine. En attendant, conseil, vous pouvez vous refaire par exemple l'intégrale, les 16 numéros pendant les longues soirées d'hiver. Cameron, si, faites-le avec Tim. Tout se trouve et se retrouve sur Ovio, sur YouTube, sur vos plateformes de téléchargement de podcasts aussi. Vous nous manquez déjà. À bientôt. Ciao.